Salut Alexandre, Salut Gaël. je suis ravi d'être du coup dans vos locaux chez Clini pour un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Alors c'est le deuxième, troisième, ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on essaye d'enregistrer. Là c'est bon, j'ai pu me déplacer et je suis ravi d'aller du coup dans les coulisses de cette belle aventure qui a déjà 10 ans. Exactement, on est ravis de t'accueillir aussi. Ça fait 10 ans, un peu plus, même 10 ans et demi, on a eu 10 ans en février dernier. Merci beaucoup pour l'accueil, l'invitation, c'est super de voir l'énergie toujours et puis vous êtes bien installés. Avant de partir voilà dans les coulisses et dans l'aventure, est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Alexandre Belliti, je suis le fondateur de la société Clini. On est une entreprise de propreté qui a donc plus de 10 ans maintenant. On est basé historiquement à Saint-Ouen, on vient d'ouvrir une ville qui est la ville de Reims, on prévoit d'en ouvrir 5, les grandes métropoles françaises dans les 24 prochains mois. On est sur un marché énorme qui est un des marchés avec le plus gros enjeu social, donc un marché de la propreté. On embauche et on emploie des agents d'entretien qui sont présents sur le terrain, qui sont catégorisés socialement comme on y reviendra j'imagine plus en détail, mais la deuxième catégorie la plus précaire en France et j'imagine dans le monde en termes de salaire, donc un enjeu social colossal. 2 millions de personnes si on extrapole au B2C, c'est 8% des fiches de paye en France, donc t'imagines l'enjeu. Ouais, on n'y pense absolument jamais. Exactement, c'est totalement passé sous silence, donc on essaie de s'efforcer de redonner de la visibilité et puis de mettre en place tous les éléments qui permettent de faire de ce métier un métier valorisé et valorisable. Et donc, est-ce que tu es tombé dans la marmite enfant, petit, dans l'entrepreneuriat et dans ce secteur-là ou pas du tout? Écoute, a posteriori, je peux dire que l'entrepreneuriat, oui, puisque j'ai 2 parents entrepreneurs, des grands-parents entrepreneurs, pas mal d'oncles et tantes, donc dans ma famille, il y a plus d'entrepreneurs que de salariés. Donc l'idée, la conséquence de ça, c'est que je me suis jamais eu d'appréhension par rapport à l'entrepreneuriat, parce que c'était plutôt quelque chose que j'ai vécu quotidiennement dans ma famille. La propreté, je peux pas dire que je sois tombé dans ce secteur historiquement. J'ai fait une école de commerce, une prépa, un master en finance à la base, donc je me prédestinais pas à ça. Ceci étant dit, j'ai un oncle avec qui je m'entends super bien, qui bosse dans ce secteur depuis plus de 30 ans maintenant, qui m'a formé, chez qui j'ai fait mes armes, et une grand-mère qui était femme de ménage, que j'ai vu trimer toute sa vie. Donc en fait, a posteriori, je me suis rendu compte que j'avais quand même, si je me levais le matin pour faire ce métier, que j'avais un drive fort sur ce secteur, c'est notamment parce que j'avais des ancrages, mais que j'avais pas potentiellement anticipé. Un petit peu inconscient, mais c'était quand même là, en arrière-plan. Justement, donc c'est après ces études, tu as travaillé dans la boîte de ton oncle. Ouais. C'est là où tu as j'ai eu le bonheur compris le quotidien. Exactement, j'ai eu le bonheur de faire un stage dans une boîte magnifique qui est Air Liquide, qui pour moi d'ailleurs était un graal à l'époque, sauf que j'ai fait mon stage chez Air Liquide en contrôle de jet. Alors toute la partie ingénierie, j'ai fait 2 semaines de stage passionnant, et puis ensuite je me suis foutu devant Excel, et là c'était 7 mois un peu moins passionnants. Donc 7 mois d'Excel à faire du contrôle de jet dans un très grand groupe, en étant le N-1000 de la personne qui était un pote de mon père qui m'avait permis de rentrer à l'époque chez Air Liquide. J'ai été très malheureux, et donc je me suis promis de ne pas faire ma vie de cette dans ces grands groupes, exactement, ni dans ces grands groupes, ni de ce métier qui est le contrôle de gestion. Et à l'époque, alors il y avait beaucoup moins d'engouement autour de l'entrepreneuriat, et notamment des startups, parce qu'on est en 2011 à l'époque. J'ai monté ma boîte le 1er février 2012, mais la genèse date de 2011, et 2011 t'avais pas Madines, t'avais pas tous les médias et tous les podcasts, et pas je sais même pas si Spotify existait à l'époque, ou en tout cas pas en France. T'avais pas The Family, t'avais pas les accélérateurs et tout l'écosystème actuel. Donc je me suis dit que je voulais monter une boîte essentiellement pour être libre, avoir la main sur mon quotidien et être mon propre patron. Sur le comment, je me suis rapidement tourné vers quelque chose qui était pour moi limpide. C'était quelque chose que je connaissais, donc quelque chose qui gravite autour des métiers de l'immobilier, et la propreté en fait partie puisque c'est l'écosystème familial que j'ai.
Et je me suis un peu mis aussi dans la roue de certains de mes potes qui ont monté des boîtes, et j'ai la chance d'avoir pas mal de potes entrepreneurs, et notamment deux potes à l'époque avec lesquels on a monté nos boîtes exactement en même temps. Ok. Et deux boîtes qui sont des belles entreprises qui sont devenues respectivement Cheers et WeFix. Ah donc, qui sont deux très belles boîtes. Je salue mes amis. Et du coup, comment tu appréhendes ce métier? Au début, j'imagine que c'était pas Clini en plus à cette époque. C'était plutôt voilà le boulot dans des syndics, des parties communes, des immeubles, des grandes copropriétés. C'était ça un petit peu le business au début. Alors moi, comme je te disais, j'ai un papa syndic, donc je te disais que je me suis un peu engouffré dans ce que je connaissais et réfugié dans quelque chose de plutôt rassurant pour moi. Papa syndic pendant 40 ans à Montrouge, un oncle qui a une boîte de propreté à Montrouge aussi, et donc j'ai décidé de bosser avec des syndics dans le cadre de la propreté, histoire d'être quand même dans un environnement plutôt connu et safe. J'ai du coup été formé par mon oncle qui gentiment m'a pris sous sa houlette et m'a permis d'avoir accès à 100% des arcanes de la boîte. Donc je suis directement passé en coulisses. J'ai pu voir comment se passait l'ensemble des problématiques opérationnelles, financières. Donc c'était quelque chose, c'est pas quelque chose que tu peux faire en général quand tu arrives dans une boîte. On te donne rarement les clés du camion tout de suite. Qu'est-ce que tu découvres justement dans quelles sont les problématiques à ce moment-là? Déjà à cette époque-là, c'est l'époque où mon père en avait vraiment assez de me voir glander et faire la fête H24. Donc c'est l'époque où il m'a dit maintenant tu vas te bouger les fesses, et il m'a coupé les vivres. Et donc j'ai dû bosser en tant qu'agent d'entretien, puisque mon oncle m'a dit si tu veux faire 700 ou 800 balles par mois, tu vas les faire quoi. Donc je me souviens à l'époque il m'avait filé un contrat, une copro à Boulogne, à 500 mètres de chez mes parents, où tous les matins je faisais entrée-sortie de poubelle, nettoyage des parties communes sur 7 étages, hyper formateur parce que du coup j'ai vraiment vécu le quotidien, et ça je l'ai fait pendant longtemps. Donc je me suis formé à ça au concret, puis après l'après-midi j'allais avec lui faire de la compta, des fiches de paye, gérer des problématiques de livraison, essayer d'aller trouver des clients, gérer du social évidemment parce que à l'époque il avait une 50aine d'employés, donc t'avais toujours des sujets à gérer. Ouais, c'est une belle boîte qui tournait très bien, et qui tourne d'ailleurs toujours très bien, et avec les problématiques qui sont très similaires à celles qu'on vit aujourd'hui chez Clini, et la cible de base était exactement celle de mon oncle et que je connaissais par rapport à mon père, qui était le syndic, qui, je l'ai déterminé au bout de 2-3 ans, donc j'ai quand même mis le temps, est un interlocuteur que tu n'as pas envie d'avoir comme client. C'est un enfer. Déjà parce que de principe le syndic est mandaté, donc c'est pas ton client direct, le client c'est la copro, donc c'est les gens qui vivent dans l'immeuble. C'est un intermédiaire. Exactement, donc un intermédiaire mandaté par une copro, donc toujours derrière les copropriétaires, même si ceux-là sont de mauvaise foi. Donc en gros t'en prends plein la tronche, personne te dit jamais merci, et t'es payé à 3, 4, 5 mois si t'es payé. Donc objectivement, à l'époque quand t'as aucun frais et que c'est toi qui fais le boulot, t'envies parce que t'as pas de frais et que tu peux accepter des trucs terribles, mais il y a un moment où c'est pas scalable parce que c'est impossible de démarcher, il y a aucun levier, il y a aucun angle. Ils sont pas accessibles. Des boîtes comme toi, ils envoient toutes les 5 minutes, donc et puis ils sont pas accessibles, pas forcément décideurs. Enfin bon bref, c'est vraiment pas des personnes avec lesquelles tu peux. Enfin, en tout cas moi j'ai décidé à terme que je bosserai plus dans ces conditions-là. Très belles boîtes qui se sont focalisées à fond sur les syndics, c'est des temps très longs, et donc c'est pas ce que j'avais envie de faire. Mais la jeunesse du switch, c'est justement grâce à mes potes de chez Cheers et chez WeFix. On s'est monté en même temps. Au bout de 2-3 ans, comme moi, ils ont grossi un peu plus vite que moi. Et puis, vu que c'était des boîtes plutôt tech, ils ont levé des fonds et ils ont pris des super bureaux. Et naturellement, ils m'ont appelé en me disant, mec, est-ce que t'es dispo? Est-ce qu'on peut signer un contrat ensemble pour que tu gères quotidiennement le nettoyage de nos bureaux?
Et puis là, épiphanie. Bien évidemment. Non seulement oui, en plus l'interlocuteur c'est toi le décideur, c'est toi qui a la main sur mon contrat et sur la vie de ma boîte. J'ai signé mon contrat exactement en 48 heures parce que on était alignés, même valeur, même ambition, même façon de voir les choses, donc un truc qui va très vite. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais aller voir tous les entrepreneurs que je connais. Je vais fonctionner de manière concentrique, je vais me prendre des intros aux potes de potes. Et puis, dans le réseau des entrepreneurs parisiens, des bureaux, il y en a plein. Et c'est comme ça qu'on a fait le kick à la base. Et si je reviens juste sur le moment de la création de l'entreprise, je sais qu'il y a eu une discussion du coup avec ton oncle sur potentiellement reprendre ou pas. Lui, t'as plutôt conseillé et mis sur la voie de créer ta structure. Avec le recul, est-ce que tu aurais potentiellement pu racheter une autre structure qui était déjà en place, ou c'était bien comme ça? Alors racheter non, parce que j'avais pas les moyens, tout simplement. À l'époque j'avais 25 ans, donc ni les moyens, les banques me suivaient pas, j'avais aucune compétence particulière pour du rachat de boîte ou du M&A en particulier, puis j'avais pas les moyens financiers de le faire, donc ça a pas du tout été une option à l'époque. Effectivement, mon idée à moi en rentrant chez mon oncle, c'était pourquoi pas de prendre un poste chez lui, de prendre des parts chez lui, essayer de négocier un truc, mais rapidement on s'est rendu compte que du coup, n'ayant pas d'argent, je risquais pas de racheter des parts, et que en plus lui ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il était implanté à l'époque, il avait sa manière de fonctionner, c'est son bébé, son écosystème, donc évidemment très gentiment, mais il m'a pris, il m'a formé, il allait pas en plus me filer les clés, toutes les clés du truc, donc il m'a gentiment dit on s'entend encore super bien, enfin il y a aucun grief particulier là-dedans, mais il m'a dit, au final, vous êtes très boîte, fais-toi les dents. Ouais, en plus lui maintenant il continue de faire pas mal de copro, voilà. Il fait il gère des sites un peu plus petits que les miens, donc on bosse ensemble de temps en temps. Donc oui, effectivement, à l'époque il m'a dit fais-toi les dents, va monter ta boîte, et donc c'est ce que j'ai fait à Boulogne, du coup, chez mes parents, le siège. D'ailleurs, je sais que 10 ans et demi après, ils reçoivent encore des courriers, ce qui a le don d'exaspérer ma mère, mais ouais, ça s'est fait comme ça, et ça s'est fait parce que effectivement à la base j'ai pas pu racheter. Ok. Donc et donc à ce moment précis où il y a tu changes de cible, on va dire, de client, de lieu où tu vas intervenir. Vous étiez déjà combien dans l'équipe? C'était pas toi qui faisais effectivement, si on rétropédale à la genèse de la boîte, donc février 2012, là je suis absolument solo, je crée Imonet, parce que je suis un génie du marketing, donc immobilier, je bossais avec des syndics, nettoyage, Imonet, voilà. Donc c'est à peu près, tu mets net derrière et tu mets n'importe quel mot devant, et t'as 95% des noms des boîtes de propreté en France. Oui, mais t'as le même constat. Peut-être dans le monde d'ailleurs. T'as sûrement le même constat au niveau des syndics. Parce qu'il y a très peu de créativité. Il y a peu de créativité, donc je crée Imonet, je démarre seul, je prends mon premier contrat, je me souviens, en quelques centaines d'euros à 200 mètres de chez mes parents, un truc horrible. Je savais pas pricer à l'époque, j'avais aucune idée. Vu quand t'es seul, tu te dis tu checkes le truc, tu vois la taille de l'espace, tu te dis ça je vais le faire en quelques temps, pas de compétences, donc j'ai pris des trucs, je me souviens, j'avais pris pour 1000 balles un lessivage de mur dans un appart de 160 mètres carrés. En fait, lessivage mur plafond, t'as jamais envie de faire ça dans ta vie entière. Tu te pètes le dos, c'est un truc immonde à faire, et j'avais fait ça quasiment gratuitement pour un type qui était vraiment ravi de pouvoir signer un truc comme ça. Donc c'est une époque où j'ai beaucoup appris en me prenant des tartes dans la tronche, ce qui était très formateur évidemment. Grossissant petit à petit, donc copro, entrée, sortie de poubelle, nettoyage de parties communes d'immeubles. Quand j'en ai eu peut-être une dizaine, j'ai commencé à recruter. J'avais aussi ce qu'on appelle les ponctuels, donc t'as les contrats récurrents où tu gères quotidiennement, ou de manière hebdomadaire, et donc t'as du repeat. Et puis t'as un gars qui t'appelle, j'ai un parking à nettoyer. Pareil, je me souviens d'un truc, j'ai dû nettoyer un parking qui avait pas été nettoyé depuis 25 ans.
Et en fait, c'est-à-dire que t'as des quantités de poussière qui sont et comme un con, je suis arrivé là-dedans avec un balai et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai de la poussière jusqu'au plafond. Je sens que j'ai craché des trucs noirs pendant une semaine après. Donc voilà, tu fais ces trucs formateurs, tu connais rien à un métier, t'y vas vraiment à l'instinct et l'instinct est rarement bon. Donc c'est là que j'ai appris que la propreté était un métier technique. C'est que évidemment nettoyer un dessus de bureau au chiffon, ça prend 3 secondes et tout le monde peut le faire. En revanche, quand tu commences à rentrer dans des lieux, tellement de supports, tellement de exactement de tâches ou de matières différentes qu'il faut si tu veux bien faire efficacement, rapidement, et quand t'as un souci de productivité, c'est un métier dans lequel il y a de la technique, et ça je l'ai appris, et du coup je suis allé me former à Ligny, tu vois, après avoir défoncé quelques parquets dans des copros, et que du coup après avoir fait des contrats qui m'ont plus coûté en assurance que rapporté en EBIT. Heureusement que j'étais assuré. Heureusement que j'étais assuré, ouais, je me souviens que j'ai gentiment éclaté un parquet dans le 16e, en essayant d'aller faire une vitrification que j'ai complètement foiré, j'ai laissé 3 taches énormes. Et bizarrement, les mecs m'ont appelé en demandant de réparer le truc. Donc là, je me suis dit, il faut que je chope des compétences techniques dans ce secteur. Je suis allé me faire une formation de 6 mois dans un centre de formation à Villejuif. Et donc, à ce moment-là, je devais avoir 3-4 employés à temps partiel qui me donnaient des coups de main par-ci par-là, qui avaient plus de compétences que moi sur l'aspect technique, donc qui ont déjà contribué à ma formation. Et comment tu les as recrutés? Je pense qu'à l'époque il y avait un mix de Pôle Emploi, de Le Bon Coin, de bouche à oreille, d'annonces posées sur des poteaux dans la rue. Enfin, c'était vraiment à l'arrache totale, tu vois. Parce que si encore aujourd'hui c'est un métier et du coup des postes précaires, à l'époque c'est aussi précaire. Donc comment comment les recruter une fois, oui. Comment les former, comment les fidéliser, comment structurer un peu tout ça. Ça a été très compliqué au début. Ouais, alors étant moi-même à l'époque dans une période précaire de ma vie, je t'avoue que je me posais pas trop la question. C'était pareil, quoi. Plus en train de, c'était au même niveau j'étais là, j'avais besoin de coups de main, je payais les gens, je me payais pas à l'époque, donc tu vois, on était là un peu main dans la main, c'était plutôt en mode coup de main, pas du tout professionnalisé effectivement, mais je pense que la première personne que j'ai recrutée, c'était sous le format, j'avais imprimé mon numéro avec 3 lignes sur la mission. En gros, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire du nettoyage. Je paye X de l'heure, et j'avais reçu des coups de téléphone. Et j'étais essentiellement à Boulogne à cette époque-là. Donc c'était de l'ultra régional, en bonne intelligence, avec mon comptable de l'époque qui m'aidait à produire des fiches de paye et basta. Ce qui est relativement classique, j'imagine, dans les démarrages d'entrepreneuriat. Hein. Tu y vas comme tu peux, avec ce que t'as. Et donc, comme je te dis, là je démarre, je fais première année 15 000 euros de chiffre d'affaires, deuxième année 45 000 euros, troisième année 100 000 euros, et à peu près aux alentours je pense sur la 3e année, je me fais cette formation où je me dis là ça commence à devenir un peu technique. Je me fais cette formation à Villejuif, j'y passe 6 mois, et là j'ai la chance de rencontrer un mec qui s'appelle Moussa. Avec qui déjà il y a un fit humain parce que le gars est super sympa. On se fait la formation ensemble, qui était une formation d'inspecteur en propreté, donc déjà un niveau de gens qui bossent dans des boîtes beaucoup plus grosses que la mienne et qui ont beaucoup plus de compétences que moi. Et gros fit avec Moussa, je me rends compte de gouffre interstellaire sur le plan technique qu'il y a avec lui. Il connaît tout sur tout, il va 100 fois plus vite que moi, et donc je lui propose assez rapidement de me rejoindre. À l'époque c'est un peu un saut dans le vide parce que j'ai pas un rond. Lui il a besoin d'un salaire récurrent. Il a besoin d'une bagnole, il a besoin de il y a un vrai crée des impératifs, donc il m'oblige moi à me mettre en ordre de marche pour, tu vois, je suis plus tout seul à faire mes trucs. Et là j'ai quelqu'un avec moi qui lui a des impératifs de vie, qui a des enfants, donc ça m'oblige à me mettre à cranter un cran au-dessus. Et du coup avec Moussa, vraiment game changer, hein, parce que du coup sur la partie opérationnelle il prend tout, moi ça me libère du temps pour faire du commercial, et on va chercher des contrats, beaucoup plus de contrats, et cette époque-là, donc on fait un bon bout de chemin ensemble. Il est resté 2-3 ans chez Cligny, chez Imonette à l'époque, et donc courant de la 3e année, entre les 100 et 300 000 euros de chiffre d'affaires, entre la 3e et la 4e année, se pose aussi la question, je vois que j'ai un gros focus commercial, je commence à pressentir qu'il y a des vrais sujets sur la partie croissance. Moi je suis un phobique administratif, j'aime pas du tout la partie structuration, c'est vraiment pas les trucs qui m'éclatent, hein. Vestige de ma période. Développeur. Je suis un développeur, exactement. Sur la partie process, c'est pas forcément là où je m'éclate, donc je le fais au forceps.
Mais il s'avère qu'à un moment, aux alentours d'un dîner avec un pote d'enfance, j'explique mes problèmes, il a l'air d'avoir des solutions, c'est un ingénieur 10 fois plus carré que moi, et on se met assez rapidement d'accord, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, donc l'enjeu de confiance qui est primordial pour moi et pour lui n'existe pas, puisqu'on se fait confiance naturellement. Et donc on se met très rapidement d'accord sur une association. Vu la tête de la boîte à l'époque, c'était vraiment la période où on venait de faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Ça va vite. Une estimation du prix de la boîte avec un expert comptable de l'époque. Et il me rejoint et on fait 50-50 sur Imonet à l'époque et on part comme ça à deux. Et donc là, autre point d'inflexion. La structuration, un début de process. On commence à devenir une vraie boîte avec des associés, avec des employés, avec. Ok. Voilà, donc ça c'est toujours pareil, c'est avant de se mettre dans l'écosystème et dans la cible start-up. C'est concomitant avec l'époque voilà. Où je commence, tu vois, je pense qu'à l'époque j'avais déjà où je venais de signer les contrats de WeFix et de Cheers qui étaient à l'époque je me souviens que Cheers ça s'appelait Print Club à l'époque et WeFix Allo Smartphone. On a tous changé de nom 3 fois. Et c'est des bureaux qui devaient faire 100 mètres carrés, tu vois. Donc c'était ouais pour moi la phase où je me disais tiens il y a certainement un truc à faire. Les start-upers sont des mecs avec qui j'ai un fit naturel et qui du coup ont tendance à me faire confiance plutôt que les boîtes. Tu vois à l'époque il y a 0 boîte qui sépare le start-upper dans la propreté. Donc moi j'arrive avec une offre packagée pour ça. Et pour le coup, je suis tout seul à l'époque, vraiment. Et là, ça commence à démarrer. Et du coup, Olivier, puisque c'est le nom de mon ex-associé aujourd'hui, mais on en reparlera, se focalise sur la partie RH, opération et administratif. Et moi, je me focalise sur la partie grosse. Et donc, c'est une première année, premier exercice de la marque Clini. De cette cible, c'est quoi le step? C'est à peu près 1 an après l'arrivée d'Olivier. Ça commence à bien grossir. Donc la 4e année, on fait un peu plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on voit que la partie bureau commence à prendre le pas sur la partie. On est passé de 100% syndic à un mix 50-50, puis on voyait que la partie bureau, de par la vélocité et la capacité à signer, on signait en moyenne, je crois qu'on avait, la stat de l'époque, c'était à peu près 10 jours pour signer un contrat, entre le moment où tu discutes avec quelqu'un, et donc c'est extrêmement rapide. Et là, on se dit qu'il faut qu'on rende encore plus sexy la marque. Et là, il faut repositionner dans le contexte de l'époque, c'est l'époque où Uber venait d'arriver en France. Et donc on découvre le fait d'avoir une app sur laquelle tu vois la petite voiture arriver en bas de chez toi. Aujourd'hui ça paraît naturel. Moi à l'époque je me souviens que c'était un wow effect de dingue. T'as Deliveroo qui arrive aussi, donc t'as des nouveaux modèles. Je me souviens qu'à l'époque on se pose la question de partir sur un modèle auto-entrepreneur. On le modélise sur BP, c'est magnifique. Socialement c'est pourri. Donc on fait le choix à l'époque sciemment de se dire non nous c'est pas ce qu'on veut faire. On en discute avec certains de nos agents de l'époque, on leur demande ça vous ferait quoi de devenir auto-entrepreneur. On voit que c'est pas du tout quelque chose c'est même quelque chose d'assez anxiogène pour eux. Donc on se dit on va pas partir là-dessus, mais on avait modélisé. Et c'est quand même l'époque où les startups commencent à arriver en France et tout le monde découvre. Et t'as le vrai mood, les Morning qui à l'époque s'appelait Bureau à partager, qui commence à se créer. WeWork était pas encore en France. Mais tu vois c'est le moment, le point d'inflexion où tu dis la Startup Nation arrive en France. Et il faut choisir un peu son camp, son positionnement sur le modèle, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs modèles dans tout indépendance, tout en remote, tout en freelance, tout. Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'on l'a modélisé. À l'époque, je me souviens qu'on avait étudié le cas d'une boîte qui s'appelait Homejoy aux US, qui m'avait choqué littéralement et qu'on avait pas mal décortiqué, d'une boîte aux US qui bossait pour le coup dans la propreté B2C là-bas, qui avait levé 42 millions de dollars. À l'époque, c'était c'est toujours une très belle levée, mais à l'époque en 2015, c'était une levée colossale. Encore plus. Et les mecs avaient planté en 18 mois. Avec un truc qui était l'élément rationnel qui nous a permis de rester dans le salariat, en plus de l'enjeu social fort, c'était même coût d'acquisition que les boîtes avec de l'engagement, sauf que interdiction de par l'absence de lien de subordination de gérer les plannings, de gérer la qualité, de gérer le matos. T'as globalement rien le droit de demander aux personnes qui sont tes prestataires du coup. Donc, y a pas la qualité. Même coût d'acquisition.
attrition x4 par rapport au reste du marché, puisque du coup t'as pas la main sur tes salariés, tu peux pas former, tu peux pas accompagner, tu peux pas fédérer. Et donc on s'est dit si dans le B2C ça foire comme ça, dans le B2B ça va être Hiroshima. Donc on a très rapidement décidé que en termes de valeur on n'était pas aligné, en termes de business model c'était un plantage assuré. Fin du bal. On est resté sur notre modèle à l'ancienne. En revanche, on s'est dit niveau marketing, on peut clairement rentrer encore plus. On avait, de par notre réseau et de par notre âge, 27 ans à l'époque, on avait naturellement l'angle startup. Mais quand tu t'appelles Imonette, ouais, je me souviens qu'on était passé d'un logo que j'avais gentiment dessiné moi, vraiment dégueulasse, à un logo un peu plus stylé avec des petits losanges bleus, mais on s'appelait toujours Imonette. Et puis à l'époque, je me souviens qu'on avait pompé Drivey et on s'était dit on allait chercher des noms et tout, et on s'est dit en fait Cleany. Voilà, parfait. Voilà, le génie, l'éclair de et en plus le nom de domaine était libre. Donc Cleany.fr. Cleany.fr, on avait direct saisi le truc et c'était parti, un logo fait par des potes pour 300 €. Tout s'est goupillé de manière et puis là du coup tu parles aux startups, c'est beaucoup plus limpide. Il y a un vrai matching, un vrai alignement, quoi. Exactement. Ils ont les mêmes problématiques en plus à l'époque que toi. Ouais. Donc cet aspect de peut-être avant c'était des abonnements ou des offres beaucoup plus lourdes à mettre en place. Vous étiez très très agile. Mais surtout à l'époque, moi je me souviens, c'est qu'on a pris une place qui était vacante. C'est que quand t'es start-upper, tu fais pas nettoyer. Ou si tu cherches, t'arrives sur Google et puis t'as tous les nets du monde et tu sais pas qui choisir. Et les mecs ils ont tous 2 avis chacun. Globalement ils ont une moyenne à 2,4 sur Google. Tu sais absolument pas par qui passer. Et donc quand t'as Cleany qui arrive avec 4,5 sur Google, avec 120 avis de start-upper, tu prends Cleany. C'est un no-brainer, quoi. Ouais, vous êtes vraiment devenu la référence et justement il y a plus de choix. Vous êtes exact. À l'époque, ouais, vraiment c'était ça. Après, du coup, là, le marché a pas mal évolué. On a peut-être servi à certains de tremplin à certaines personnes qui ont vu qu'il y avait une opportunité parce que le marché reste énorme et le marché reste relativement apathique en termes d'innovation et sur le plan social. C'est vraiment un sujet prédominant et qui évolue trop peu et vraiment pas assez vite à mon goût. Donc là, on prend une autre place et pour le coup, on est beaucoup moins axé innovation. La technologie fait encore partie de notre ADN parce qu'on y a investi beaucoup et c'est quelque chose qui est encore sur lequel on a de l'avance et qu'on continue de consolider. Mais la technologie est aujourd'hui au service du social. Elle doit aider, notamment au niveau des fonctions support, nos agents, nos managers, les personnes au bureau. Donc la technologie est un outil de fluidification des opérations. Donc elle vient servir un objet social, mais le sujet social est prépondérant chez nous. Et notamment, on est en train de se faire labelliser B Corp. On a validé le process, maintenant on attend l'audit, c'est un peu long. Mais voilà, le game changer pour moi maintenant à terme, maintenant qu'on n'est plus une startup, qu'on a suffisamment de bouteilles sur ce secteur, c'est vraiment de devenir le leader de l'entrepreneuriat à impact. Et donc une entreprise très différenciante sur l'aspect social. Aujourd'hui, du coup, c'est 420 agents d'entretien sur le terrain. Exactement. Tous en CDI. Ouais, à 97%. 97. Et surtout, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui travaille en journée. Exactement. Parce que donc, je sais pas, il y a 10 ans, ou même encore aujourd'hui ailleurs, dans d'autres entreprises, ces agents interviennent soir, matin, très tôt, la nuit, entre guillemets, sont encore une fois invisibles. Et c'est demandé par certains clients. Vous, directement, ce choix, enfin, c'était pas un choix. Vous interveniez la journée, vous avez continué à intervenir comme ça? Ouais. Alors, pour être précis sur les termes, on fait pas de travail de nuit. C'est un truc qu'on eût fait à une époque en respectant des doléances de certains clients et qui était une vraie connerie, et pour le coup, pour l'avoir fait, plus jamais. Donc on n'intervient plus du tout en dehors du créneau 6h 21h.
C'est ça qu'on appelle le travail en journée d'un point de vue technique. Chez Clini, ce qu'on appelle le travail en journée, c'est 8h, 18h. Okay. Avec l'idée que t'as envie, si t'en as envie, en tout cas, tu peux prendre ton petit déj avec tes enfants, les emmener à l'école et le soir dîner en famille. Donc, qui est juste un tout petit peu plus équilibré. Ce qui me semble être plutôt cool. Et plus sympa pour tout le monde. Exactement. Donc, on essaie d'être promoteur de ça. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des heures, donc 34% des heures chez Clini sont des heures qui sont travaillées sur ces créneaux, sur le créneau 8h, 18h. On a pour objectif que ce soit 100% en 2025, avec le bémol que certaines personnes décident sciemment de bosser entre 6h et 9h, de bosser entre 18h et 21h, parce que tout le monde n'est pas... Parfois, il y a des gens qui sont célibataires qui bossent chez Clini, il y a des gens qui ont d'autres engagements. Bref, on a 80% de personnes qui bossent chez nous à temps partiel, donc qui sont engagées dans d'autres entreprises ou qui bossent chez des particuliers. Donc, on veut pas évidemment cloisonner et devenir des ayatollahs d'une mission qui servirait pas à l'objet des cleaners. Notre focus, c'est le bien-être des cleaners. Donc, on met à disposition de nos cleaners les moyens d'avoir le quotidien qu'ils décident d'avoir. C'est ça. S'ils le veulent, s'ils le souhaitent, ils pourront vraiment le faire. Et pourquoi d'ici 3 ans cet objectif, c'est parce que il y a beaucoup d'éducation à faire côté client. Exactement. Il y a une grosse part d'évangélisation. La phrase que j'aborde absolument et qui me tend beaucoup, c'est à 8h30 ou 9h, tout le monde doit être parti parce que il faudrait pas qu'ils se croisent, tu vois. Avec le petit regard complice que t'as envie de, donc, non, je dis, qu'est-ce qui va se passer si les gens se croisent? Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie de cette évangélisation qui a été faite, pour le coup, par des confrères dans les aéroports, dans les centres commerciaux, où les agents sont, enfin, tu les vois et puis ça choque personne. C'est même plutôt bien. En fait, ça responsabilise la propreté de l'espace est quotidienne, permanente. Oui. Ça responsabilise tout le monde. Tu mets un visage sur les gens, donc en termes de lien social, c'est beaucoup plus fort. Les gens sont plus engagés. Il y a plus de flexibilité dans les opérations parce que tu mets plus d'intelligence. Le cahier des charges n'est pas appliqué de manière bête et méchante, mais il correspond à l'usage quotidien du lieu. Donc il y a que des externalités positives et statistiquement, il est prouvé que travailler en journée, travailler en même temps que les collaborateurs sert le propos de l'entreprise et le propos du prestataire de propreté et de l'agent d'entretien. Ceci étant dit, il y a encore une dette historique, irrationnelle, qui veut que parfois, il y a aussi un petit côté générationnel, on va pas se le cacher, dans les usages. Et une appréhension du bruit, non? Oui, mais encore une fois, on s'organise. Pas des robots, donc quand tu vois que quelqu'un est au téléphone, tu passes pas l'aspirateur. Les aspirations sont faites un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que tu les fais pas très tôt le matin, mais tu peux les faire entre 8h et 9h. Les gens qui arrivent avant 8h au bureau aujourd'hui, c'est plutôt rare. Et puis sinon, il faut les faire à 7h, mais 7h c'est pas un horaire aliénant, tu vois. Oui. Il m'arrive d'arriver à 7h30 au bureau régulièrement. Donc c'est un horaire où tu peux avoir une matinée en famille. Donc vraiment ce qu'on fuit, c'est démarrer pile à 6h, ce qui implique pour certaines personnes de se lever à 4h30 du mat. Ça c'est pénible. Ok. Donc encore mais il y a encore évidemment du travail à faire, et de notre côté on n'est pas non plus, on est promoteur de ça, mais évidemment il faut aussi qu'on balaye devant notre porte. On a encore des efforts à faire, on a encore des améliorations à apporter au sein de Clini. C'est vraiment un métier, enfin un travail quotidien qu'on fait, donc on a à progresser aussi en interne. En tout cas, c'est vraiment un objectif qu'on se fixe, et tu peux pas passer du jour au lendemain d'une entreprise qui suit les règles classiques à une entreprise 100% vertueuse. Ça existe pas. C'est malheureusement mais c'est le chemin qui est évidemment exactement qui est important. Lancé et important. Sur l'aspect tech, il y a un aspect contrôle de la qualité, ou en tout cas je sais pas, répartition du planning des tâches, des approvisionnements, tout ça, tout est centralisé en fait sur un outil que vous avez créé. Exactement. La genèse de la tech chez Clini, elle est assez intéressante, et elle correspond à aussi un moment clé de l'histoire de la boîte. Dans cette époque où on crée la marque Clini, donc c'était début 2015. Olivier me rejoint
Et donc on fonde ensemble la marque Clini. On découvre une boîte aux US qui s'appelle Managed by Q, qui s'appelait Managed by Q, parce que malheureusement elle n'existe plus, et qui fait exactement ce qu'on fait, donc des W2 qui sont l'équivalent du CDI aux US, basé à New York, qui fait que du bureau, et qui, quand tu arrives sur leur site, ont sapé leurs agents avec un petit logo Q blanc sur t-shirt noir, hyper stylisé, mettent énormément en avant les agents. À l'époque, c'était les débuts d'Instagram, donc ils mettent des photos de leurs agents avec un petit laïus sur explicatif d'où ils viennent, qui ils sont. Donc vraiment génial. Et des citations de Jay-Z partout, tu vois. Et donc ainsi, moi, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. J'étais un peu jaloux du fondateur de Managed by Q d'avoir cette idée. Et globalement, on se dit, bon, on va faire ça en France. Et je me souviens qu'à l'époque, donc on avait crunché le modèle qui était le même modèle que Clini, donc un modèle d'entreprise de propreté, à New York, mais lui se décrivait comme une boîte tech sur Crunchbase à l'époque. Donc il disait tech company, et il venait de lever à l'époque. Il était, je crois, entre ces deux levées de 10, il a levé en tout 150 millions de dollars, les US. Oui. Et à l'époque, il avait levé 10 ou 50, je sais plus. Enfin, un montant qui me paraissait colossal. Et moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut aussi faire de la tech. Ouais. Exactement. Donc, à l'époque, on a intégré l'accélérateur 50 Partners. On a démarré, donc, notre accompagnement avec 50. Et c'est l'époque où on était, donc, rentable. Donc, là, je te parle, on est en 2016. Je fais un petit fast forward, mais léger. 2016, on était rentable on faisait 100 000 euros de résultat net. Et là, je démarre le processus de cramage de cash. Je découvre ce que c'est que le burn et je trouve ça assez. Je suis plutôt dépensier de nature, donc je m'y plais et on lève 200 000 euros à l'époque qui nous permettent de débloquer 600 000 euros de BPI. Donc on se retrouve avec 900 000 euros de cash sur le compte. Et là, c'est la fête qui commence. On commence à recruter des gens, on se staff, on crée un organigramme, on commence à rentrer dans un processus de levée, parce que on lève permanent. BSAR. Oui, bah, tu sais, tu fais des BSAR, donc l'objet du BSAR, c'est d'être un papier qui est une promesse sur une levée future. Donc moi, je rentre pour le coup dans mes prérogatives. Au-delà de la croissance, il y a aussi la relation avec les investisseurs, qui devient un truc que je découvre et dans lequel je m'éclate. Alors ça m'a éclaté un temps, puis à un moment ça m'a moins éclaté. Quand tu subis ton burn et que t'es en train de bridger tous les 3 mois, ça devient un peu moins rigolo. Tu fais que ça et puis t'es angoissé, donc tu deviens schizophrène, c'est que tu dois séduire alors que toi-même t'es gris et que dans ta tête t'as du stress très implanté, donc mais ça c'est un peu après, donc la genèse de la techno, c'est on découvre Managed by Q, on voit ce qu'ils font, on essaie de pomper. À l'époque ils mettaient des iPads dans l'entrée des bureaux. Et tu pouvais piloter ta prestation depuis l'iPad. Le modèle était pas dingue parce que ça coûtait un bras. Et quand tu vois les marges des métiers de la propreté, donc rapidement ils reviennent de l'iPad pour juste un soft accessible sur portable et sur ton ordi. Et en tout cas l'idée c'est de piloter une prestation de propreté depuis un outil tech, ce qui est globalement révolutionnaire, et de mettre à disposition des agents un outil techno qui permet de remonter de l'info opérationnelle avec 2 vocations: la transparence et la fluidité de communication, donc en gros une arme anti-churn, puisque quand il y a un problème en propreté, c'est généralement frustration, et quand t'as juste l'email, le post-it à ta disposition, c'est chiant, c'est pas, il y a pas de temps réel. Or, on était dans l'époque, encore une fois, on découvrait Uber et tout, donc la notion d'instantané commençait à arriver, et donc Managed by Q avait créé ça dans notre domaine. Et puis t'as la notion d'upsell aussi, parce que quand t'as accès à l'info, ton cleaner se balade dans les bureaux, il voit qu'il y a une tache sur le sol. Tu peux vendre une prestation de nettoyage de moquette, tu peux vendre. Et puis, je me souviens que Managed by Q avait aussi ouvert, il faisait du soft FM, donc soft facility management à l'époque, où tu pouvais vendre une prestation de serrurerie, de manutention, de vraiment faciliter toute l'intendance globale, quoi. Exactement, devenir le relais opérationnel pour l'office manager qui est ta personne à cible. Elle doit se dire sur son petit outil tech, j'ai un problème, je les appelle, ils vont me le régler. C'est tout. Et le nettoyage étant dans les bureaux 80% des sujets opérationnels que tu retrouves quotidiennement. Ok. Ouais. Il y a tout ce qui est un petit peu extra, les vitres, les choses comme ça qui n'étaient pas dans le contrat potentiellement, quoi. Ouais, toutes les prestations qui sortent de l'ordinaire. Alors la vitrerie en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les fréquences faibles, et c'est généralement au cahier des charges récurrent.
mais c'est des récurrences faibles. Donc pareil, la techno t'aide à ne pas oublier, tout simplement parce que si t'as vendu de la vitrerie qui est payée tous les mois, mais que toi tu passes et que t'es censé passer tous les 3 mois, mais que t'oublies et que tu passes tous les 6 mois ou tous les 9 mois, fatalement la relation client est un peu entachée. Donc la techno vient t'aider là-dessus. Et la techno, alors là je te parle de la vision client, et nous on a commencé par ça, c'est-à-dire comment améliorer l'expérience client en évitant avant la techno, les métiers de service sont une boîte noire. Tu payes tous les mois, mettons 1500 balles par mois pour une prestation, tu pries pour qu'elle fonctionne. Oui. Le jour où elle fonctionne pas, tu te dis mais attends, déjà qui vient chez moi? Tu te rends compte que ça fait 6 mois que ça marche pas. Est-ce que la personne qui vient chez moi est déclarée? Est-ce que c'est bien la même personne qui vient tout le temps? Est-ce que c'est pas, il m'envoie pas son cousin? Est-ce que c'est pas une prestation sur laquelle on me gratte un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Oui. Donc c'est l'archétype, c'est vraiment et puis il y a de la défiance systématiquement. Quand il y a un problème, c'est toujours la boîte de Parce qu'en fait, on en revient au début, on ne voit pas les personnes. Exactement. Donc il y a une méfiance. Ouais, t'as quelqu'un, t'imagines, t'as une ombre qui vient le matin tôt, donc dès que t'as un vol, c'est le mec du nettoyage, dès que t'as un problème, c'est le mec du nettoyage. Et il y a une possibilité de noter ces cleaners? Non. Alors ça a été un débat, ça? Ça a été un débat chez nous, ça a jamais été une possibilité, et ça le sera potentiellement jamais. Tu peux noter la prestation, tu peux noter la qualité, tu notes Cleany, tu notes jamais le cleaner. Oui. Donc c'est pas du tout comme Uber, notamment parce que les gens sont pas des indépendants, donc les gens ils font partie de Cleany, donc ce que tu notes c'est Cleany, c'est jamais la personne. Gros sujet aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Sur le plan social, on essaie d'être, comme je dis, vraiment de protéger les agents, donc on accompagne, et côté client, on veut créer une bonne expérience, mais en aucun cas incriminer nos agents. C'est notre responsabilité si la relation est pas fluide. Donc on se sert de la techno côté client pour créer de la transparence, éviter le syndrome de la boîte noire, et pour offrir un panel de prestations qui soit le plus large possible, dans l'idée de soulager au quotidien l'office manager qui a énormément de choses à gérer. Aujourd'hui, vu qu'on a grossi en taille et en taille d'entreprise cible, les entreprises des services, les responsables de services généraux, qui ont globalement les mêmes prérogatives, mais sur des sites généralement plus gros. En tout cas, on essaie de se porter comme la caution opérationnelle et le soutien opérationnel sur tous les sujets de bureau, et le nettoyage étant vraiment le point d'entrée pour Cleany. Aujourd'hui, justement, la taille des bureaux, c'est minimum 350 mètres carrés? Non, c'est plutôt minimum 1000. Ouais, ok. Ouais, on fait du 3 heures par jour minimum, donc on est plutôt un point d'entrée entre 500 et 800, on va dire. Okay. Et on essaie d'aller cibler 1000 et plus. Toujours, l'idée, c'est de promouvoir du temps plein le plus rapidement possible pour nos agents. Donc les tout petits déplacements pour 1 heure par semaine, 3 heures par semaine, on fait pas du tout. Okay. C'est beaucoup plus difficile à gérer opérationnellement, et ça précarise plus, même si évidemment c'est une autre organisation. On a décidé de faire plutôt des gros espaces. Et est-ce que justement là aujourd'hui on est 2 ans après la période Covid, qu'est-ce que ça a changé dans l'aspect de la prise de bureau et de l'organisation de votre cible? Ouais. Dans cet aspect, tout le monde a éclaté en remote ou à distanciel, qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça a modifié dans le ciblage? Alors on a eu très peur déjà pendant le Covid, hein, mais j'ai vu la fin de la boîte clairement sauver quelques jours après l'annonce du confinement, et après avoir vu notre chiffre d'affaires passer de plus de 600 000 euros par mois à zéro d'un jour sur l'autre. On a été sauvé littéralement par la mise en place du chômage partiel et par les PGE. On s'est évidemment posé toutes les questions de est-ce que le bureau est mort? Est-ce que les gens reviendront au bureau un jour? Aujourd'hui, 2 ans après, le standard du télétravail est bien réel. Je dirais en moyenne 2 jours par semaine. L'impact concret, c'est que certains de nos clients ont diminué la taille de leurs locaux entre 20 et 50%. Certains seulement. D'autres ont gardé leurs locaux tels quels, faisant des locaux en espace pour ceux qui veulent venir bosser, avec déjà plus d'espace, du coup, littéralement, pour ça doit attirer les talents. Donc quand tu viens au bureau, tu veux un endroit dans lequel tu te sentes bien, dans lequel t'es pas serré en randonnion. Oui. Donc
l'impact qu'on a cru à une époque colossal. On parlait de diminution du parc immobilier de 50%. Tu sais, il y avait notamment sur la défense. Ouais, exactement. T'as beaucoup de grands groupes. Je crois que c'est PSA qui avait chanté la moitié de leurs locaux. On s'est dit, si tout le monde prend le pli de faire ça, t'as Twitter qui s'était passé en full remote aux US. Enfin, il y avait beaucoup de, et en fait, non. Aujourd'hui, les locaux, il y a, à la limite, ça a créé même beaucoup plus d'appels d'offres parce qu'il y a eu quand même pas mal un gros mercato sur les espaces. Voilà, ça a beaucoup bougé, quoi. Et ça a beaucoup bougé. Les gens ont cherché un peu plus petit avec une hybridation, mais pas beaucoup plus petit. Donc, et final, du coup, avec peut-être plus de services. Exactement. Les bureaux sont devenus un espace dans lequel les salariés doivent se sentir bien. On est sur un marché qui est en très forte tension, notamment nous aujourd'hui, on est principalement à Paris. À Paris, t'as une grosse bataille pour les talents. Donc, il faut, quand tu veux attirer des talents, faut pimper tes bureaux, il faut en faire un espace dans lequel les gens se sentent bien. Donc clairement, ça a même redonné encore plus de valeur à nos services, dans le cleaning comme dans les services annexes, tri sélectif, travaux, accompagnement en facility management global. Et c'est là où il y a des partenariats qui peuvent se créer, parce que vous, c'est pas votre sujet de prédilection, mais est-ce qu'aujourd'hui ou à l'avenir, vous pouvez vous occuper de tout ça avec des potes, on va dire, qui se sont lancés aussi sur cette facilitation d'opération, quoi. Ouais, bien sûr, on fait bosser des boîtes alors qui partagent nos valeurs. Hein, bien sûr. On est vachement ancré dans des partenaires RSE. Et donc on package notre offre avec des partenaires qui sont dans cette mouvance d'engagement fort sur le plan social et environnemental. On a internalisé une partie des services, notamment tu vois les services Factotum. Donc Factotum, c'est les petits travaux, tout ce qui touche manutention, électricité, plomberie. On a internalisé ces sujets-là, une partie de ces sujets-là, tout ce qui est pas trop technique. Et ensuite, on travaille en partenariat avec des partenaires rompus avec lesquels on travaille depuis des années. Donc on est très sécure sur la qualité des prestations. Et puis on commence à devenir un promoteur pour ces services plutôt sympas. Donc ces partenaires ont un intérêt à travailler main dans la main avec nous. Et à créer ce couteau suisse positif, quoi. Exactement. Et donc justement, cette partie-là, il y a 18 mois, on avait fait un premier enregistrement. Tu étais en train de tout rédiger, tout mettre, vraiment toute la vision, les valeurs, le grand manifeste de Cleany sur le papier. Ouais. Ça t'a pris du temps. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait? Alors, pour revenir sur cette période, effectivement, on s'est vu il y a un peu plus d'un an et demi. Comme je te disais, on a fait une session, donc on lève nos fonds, on rentre chez 50, on lève les fonds, on se lance dans une levée de fonds qui ne s'est pas passée comme elle aurait dû se passer sur le papier. Je pense que c'est souvent le cas. On a mésestimé plein de choses, notamment l'appétence du secteur VC pour des métiers très people intensive comme la propreté. Métier de service globalement est pas scalable au sens où t'appuies pas sur un bouton pour faire x30. Donc et ça c'est un truc que j'avais mal anticipé. On a donc levé au forceps, closé le 24 décembre 2018, petit cadeau de Noël perso, complètement sur les rotules, une levée de 3 millions, dont la moitié avait été cramée au moment de la signature du deal final. Donc j'ai bridgé pendant quasiment un an et demi à coup de centaines de milliers d'euros par-ci par-là juste pour pouvoir payer les salaires en fin de mois. Ouais. Donc c'était vraiment pas une période cool. C'était un bon MBA en levée de fonds et en tout ce qui faut pas faire en termes d'anticipation et de projection. On s'est vu très beau trop vite. On a du coup commencé à cramer trop de cash trop tôt. Et du coup, tu te mets dans une situation de couteau sous la gorge permanent. Et en plus, on n'était pas bon en finance. C'est un peu un paradoxe pour un mec qui s'est fait chier à faire un master en finance dans une super école. Mais moi, c'était pas ma tasse de thé. J'étais ultra focus top line. Pour le coup, il y a aussi un côté, quand t'es dans l'émulation de la croissance, que tu passes de 300 000 à 700 000 euros à 1,8 million à 4,5 millions de chiffre d'affaires, ça te monte à la tête, clairement.
et tu te dis, bah, de toute façon, si je fais du chiffre d'affaires, je suis une belle boîte. Sauf qu'en fait, t'oublies qu'une belle boîte, c'est aussi une boîte rentable. Ou en tout cas, qui a modélisé son absence de rentabilité en levant des fonds, mais en l'anticipant un peu. Et nous, on n'a pas fait ça suffisamment correctement. Donc, on s'est retrouvé dans une situation, donc de devoir bridger, de devoir aller chercher du cash, simplement pour rester en vie. Et donc, s'en est arrivé une période d'austérité. Fin 2018, on rentre dans, moi je dis plus jamais tu me vois sur la route en train d'aller quémander de l'argent à droite à gauche. Ouais, c'était vraiment une période hyper compliquée, qui a été le démarrage aussi d'une dissension au niveau. Moi j'étais sur la route, donc pas au bureau, parce que la levée de fonds c'est très chronophage. Tu dois faire énormément de rendez-vous pour aller chercher de l'argent. Ça coûte en termes d'énergie, tu répètes tout le temps la même chose, tu te défocuses business grave. D'ailleurs, on a très rapidement, je pense que ça c'est une des très bonnes idées qu'on a eues avec mon associé de l'époque. On a commencé à faire le roadshow à deux, qu'on allait faire les rendez-vous à deux. Plus personne au bureau pour manager la boîte. Au bout de 2-3 rendez-vous, on s'est rendu compte qu'il fallait que l'un fasse la partie levée de fonds, l'autre fasse le management la gestion générale de la boîte, parce que sinon ça allait vraiment pas le faire. C'était un vrai saut dans le vide. Donc on a fait ça, sauf que du coup, bah moi je faisais un truc, lui faisait, donc on a siloté la boîte. Avec deux prérogatives très différentes qui étaient la gestion. Donc l'un avait le sentiment de porter toute la boîte d'un point de vue opérationnel, ce qui était pas faux. Et l'autre le sentiment d'être en mission pour sauver la boîte sur un plan financier, ce qui était pas faux non plus. Mais du coup, à force par manque de communication et on a commencé à créer du ressentiment. Et là, c'était le démarrage d'un truc qui, in fine, a amené une scission d'associés. En revanche, ce qu'on a bien fait, c'est que levée de fonds le 24 décembre 2018, 1er ou 2 janvier 2019, on se dit, là, il va falloir mettre un gros coup de vis. Fini l'ambiance start-up, on crame tout et on va repasser sur un mode beaucoup plus austère. On déménage nos bureaux qui étaient dans un hôtel particulier dans le 17e à 200 mètres du parc Monceau pour venir à Saint-Ouen, d'où on se parle aujourd'hui. Donc après je suis tombé un peu amoureux de la ville de Saint-Ouen qui est une ville ultra dynamique, et puis des locaux, tu vois, super sympa, ligne 14, bref. Vraiment magnifique. Si on parlera peut-être de la promotion de Saint-Ouen ensuite, mais ville vraiment géniale pour entreprendre. Donc passage du 17e à Saint-Ouen. Là, en termes d'équipe, t'as des développeurs, des jeunes, des machins qui, il y a vraiment Paris, c'est l'endroit, c'est the place to be. Bouger de Paris à Saint-Ouen, c'était perçu comme mais moi à l'époque, fallait vraiment pas. J'étais un no-brainer. J'étais austérité. On a divisé par 3 notre loyer et ça m'allait. C'est même pas que ça m'allait très bien, c'était non négociable. C'était obligé. On a dû se séparer de quelques profils. On a dû augmenter les objectifs des sales. On a dû être beaucoup plus austère aussi dans la gestion quotidienne de la boîte. C'est l'époque où on a recruté notre CFO, qui est arrivé un peu avant le closing de la levée, avec cette prérogative de comprendre le burn, pourquoi est-ce qu'on cramait du cash, où est-ce que réellement partait l'argent, et du coup avec des préconisations. Et donc, conséquence très claire de cette période-là, on est passé d'une boîte qui en 2018 faisait 4,5 millions de chiffre d'affaires et perdait 1,8 million, à une boîte qui en 2019 faisait 6,7 millions de chiffre d'affaires et qui perdait 200 000 balles. Ok. Ouais, plus que 200, avec du coup, tu vois, une courbe de retour vers la rentabilité très claire et précise. Donc 2020, c'était dans la visée. Alors 2020, c'était censé être la période, tu vois, le retour. Le retour. Où tu passes la tête au-dessus de l'eau et tu reprends et puis on peut se souvenir déjà la première lame, c'était l'époque où il y a eu les gilets jaunes et les grèves. Oui. Une époque où du coup hiver 2019. Ouais. Exactement, où nos agents pouvaient pas aller bosser. Ah oui. Parce que les gens pouvaient pas se déplacer dans Paris. Oui. Et notamment les gens qui bossent en banlieue devaient aller bosser à pied, quoi, littéralement. Donc ça, c'était déjà une période bien chaude dont on n'avait pas besoin à cette époque. Et puis mars 2020, 3 mois après, je me souviens, on a un de nos clients qui en février 2020 se met en full remote. Et moi, je fais un call avec lui. Je dis, mec, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Covid, c'est en Chine. C'est peut-être un petit peu fort ton truc. Et l'Italie venait de se confiner à l'époque, donc j'étais un peu naïf, et c'était plutôt bien anticipé de sa part. Et 15 jours après, bam, la France passe en confinement, et là, c'est la... Ouais, en fait, là, c'est un moment où c'est limite un soulagement,
c'est paradoxal, hein, mais tu te dis en fait, je peux rien faire, quoi. C'est les éléments, quoi. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est généralisé. Donc... c'est une pandémie, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça dépend plus de toi, donc. C'est pas que mon petit problème de mon secteur, de mon entreprise. Moi, je suis obsessionnel dès lors que j'ai le sentiment qu'il y a un embryon de contrôle possible. Là, t'es obligé de lâcher prise. Donc tu lâches prise et tu te dis, ok, tu t'assois dans ton canapé. Tu craques une bière, tu t'allumes la télé et puis t'attends. Et je sais qu'il y a eu 15 jours comme ça, un peu de flottement de. Ah ouais. Ok, fin du bal. En fait, tu peux plus rien faire. Donc, on s'est raccroché. Je me souviens, j'étais dans des slacks d'entrepreneurs. Je fais partie du Galion Project, où on communiquait quotidiennement. Je me souviens d'être en permanence plugué sur les échanges du Galion, à se dire qu'est-ce qui va se passer, quelle sauce on va être mangé, comment ça se passe aux US, comment ça se passe, voilà. Ouais, et puis on commence à voir poindre le sujet du chômage partiel, des PGE, et on se dit voilà, l'État va pas nous laisser comme ça, on va pas crever, et effectivement ça se passe assez vite. Pour le coup, on n'a pas été trop mauvais, on a été très très rapidement en chômage partiel total, avec peut-être une ou deux personnes déclarées pour juste maintenir à flot, tu vois. C'est mon DAF et mais bon, en tout cas c'était vraiment à l'os, et puis la boîte off, quoi. Et j'ai un souvenir, paradoxalement, une fois qu'on avait mis en place toutes ces aides, moi j'ai en plus ma femme qui était enceinte jusqu'au cou à l'époque, donc on était en confinement total, une période de respiration, tu vois, un moment flat. Après toute cette période où tu t'étais cramé, mais t'avais même pas encore vraiment repris de temps pour toi, quoi. Tête dans le guidon total. Encore. Capacité à respirer, et puis là, moment où on se remet un petit peu à se dire, tiens, arrête, vu que t'as du temps et que t'as plus grand chose à faire, tu réfléchis strat. Et donc tu essaies de relever d'un cran en te disant, tiens, bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se reprend? T'as toute une partie opérationnelle, hein, parce que notamment pour nous, les entrées sorties de chômage partiel, avec une fois que le confinement s'est arrêté, donc moi pour le coup je venais d'être papa, la boîte doit repartir, et là je me souviens qu'à l'époque, donc peut-être il y avait encore un niveau d'incertitude extrêmement fort, et les clients t'appelaient tous les 4 matins en te disant, en fait nous on confine à 50%, on revient au bureau à 50%, en fait on ferme tout parce qu'il y a eu un cas de Covid, puis en fait machin, et tu vois, c'était cette époque où t'avais des cas de Covid et du coup tout se fermait, se rouvrait, et on a quand même eu 3 confinements. Et donc, je me souviens, premier confinement, fermeture totale à 100%, la boîte tourne plus. Deuxième confinement, après 50%, et troisième pilotage, pilotage fin, et sortir les gens du chômage partiel. Opérationnellement, c'est pas anodin, tu vois, parce que ça touche les fiches de paie. Donc, administrativement, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd. Très lourd. Ouais. Donc, c'était une période bien relou administrativement, portée par mes équipes, avec qui pour le coup, je suis vraiment très reconnaissant de cette époque, parce que purée, ils ont fait des trucs magnifiques, et c'était très 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 bien mené dans une époque où moi, à l'époque, pour le coup, sur ce plan-là, j'ai regardé faire et je me disais waouh, c'est beau. Et en parallèle, avec ton associé, ça commence la période Covid, donc je te dis le confinement, période à plat, donc on est tous chacun de notre côté, et je me souviens que là on commence à discuter de sujets de fond, et on se rend compte que le désalignement qui était perçu au préalable devient de plus en plus prégnant. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est plus aligné, la cohabitation se fait de plus en plus complexe. Pour 36 sujets que je t'épargne aujourd'hui, mais une relation, tu vois, quand t'as un verre dans la pomme historique, les phases de crise génèrent tellement de tension et te connectent tellement à la mort de ta boîte, et puis moi je suis tellement connecté à ma boîte que c'est vraiment un truc philosophiquement hyper dur, donc tu te projettes et tu deviens beaucoup plus dur en fait. Période de crise, moi je sais que je me suis vachement rigidifié, et tout ce que j'ai pu laisser passer à des moments, c'était plus possible du tout. Donc je suis beaucoup plus confrontant, et bon, c'est un truc que je bosse avec mon coach, mais c'est vrai que j'ai pas d'entre-deux entre la camaraderie et la fight. donc je me soigne. C'est radical, quoi. Ouais, j'ai à l'époque, et puis vraiment le niveau de tension et de stress cumulé sur plusieurs années, avec la levée de fonds, les gilets jaunes, c'est que là en fait j'en avais jusqu'à la lie les gouttes d'eau, quoi. Ouais, il y a un désalignement trop fort à l'époque pour être réglé, et donc qui s'est réglé par étapes avec des tentatives de médiation, et puis qui finalement a abouti à une séparation
ultra faire sur le plan technique, parce que je pense qu'aujourd'hui, et ce serait intéressant qu'on en discute, mais je vais pas parler pour lui, mais en tout cas, je pense que sur le plan et financier et global, c'est un deal qui s'est plutôt bien passé, mais qui nous a énormément coûté sur le plan humain, parce qu'aujourd'hui on n'est plus trop en contact, voilà. Donc et c'est dommage parce que pour le coup a posteriori, je pense pouvoir dire que quand tu t'extrais du jus émotionnel, mais ce qui est très très difficile, parce qu'on est des êtres humains, mais si t'as un peu plus d'anticipation, si t'es mieux accompagné, s'il y a plus de médiation en amont, c'est vraiment des moments que tu peux t'épargner. Et pour le coup, j'en ai, à l'époque, j'étais obligé d'en parler dans mes cercles d'entrepreneurs. Tu vois, j'avais besoin de soutien psychologique et du coup, je suis devenu un peu une référence. Ah si, ok. Enfin, en tout cas, il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui me passent des coups de fil et qui me demandent comment c'est passé, comment gérer. Du coup, je vois plein de cas qui se rapprochent. Alors, parfois bien pire que le mien, donc je me dis au final on a été plutôt intelligent dans la gestion de la chose, parce que je vois des cas qui sont dramatiques, vraiment des trucs qui se passent très 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 mal. Oui, la boîte ne peut plus survivre souvent. Ouais, bah c'est je pense que c'est la première cause de faillite. T'as ce que nous on a vécu avec la gestion cash, où on est passé à peut-être 3 semaines de la fin du cash. Donc là le cash c'est un juge de paix, voilà, t'as plus de copies, c'est dépôt de bilan et après t'as la relation d'associé qui est un truc extrêmement complexe à gérer et qui génère tellement d'émotions fortes que si t'es pas bien accompagné, c'est extrêmement casse-gueule. Et donc oui, ça amène à plein de boîtes. Là, je vois des boîtes qui se pètent la gueule. Et aujourd'hui, du coup, quand on t'appelle, qu'est-ce que tu dis entre guillemets ou quels sont tes 2-3 conseils? Ce serait très prétentieux de dire que j'ai des conseils à donner à qui que ce soit. J'essaie de maintenir le dialogue, clairement. Essayer. Et du coup, est-ce que dans tout type d'entreprise et à toute période, tu recommandes peut-être de un déj, sortir de la boîte? Non, il faut plus que ça. Je pense que celui qui te dit qu'il faut juste un déj toutes les 3 semaines et aller boire des mousses, ça suffit pas. Pas quand t'es en hypercroissance, pas quand t'as un impératif de se réinventer quotidiennement, en tout cas très régulièrement, parce que la boîte qui scale, tu dois scaler avec elle. Donc c'est un point tous les jours obligatoire. Donc, non, c'est même pas une question de point, c'est vraiment une question d'accompagnement. Enfin, pour moi, je pense que d'avoir quelqu'un en dehors. Il te faut des béquilles, il te faut des gens qui t'aident à te challenger, il faut des gens qui t'aident à comprendre ton associé, qui t'aident à comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent, parce que tu vois un truc qu'on a compris un peu tard et que je vois beaucoup, c'est la complémentarité de personnes qui n'ont pas vocation spontanément à s'entendre. Un CEO, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la vision, c'est quelqu'un d'inspirationnel, c'est quelqu'un qui, pour un COO, peut passer pour quelqu'un de bullshit. Tu vois. Oui. Or, c'est quelqu'un qui est nécessaire dans la boîte. C'est un mec t'as besoin de vision, t'as besoin de drive, un CEO, c'est un mec qui est beaucoup plus granulaire. C'est quelqu'un qui fait du quotidien, c'est quelqu'un qui exécute, qui met en place des process. Analyse. Ouais. Pour un CEO, c'est quelqu'un de chiant. Oui. Tu vois. Donc, si ça tu le modélises pas, mais les deux sont nécessaires dans une entreprise. Donc, si l'un et l'autre n'arrivent pas à communiquer efficacement sur ces sujets, à se dire ce que tu fais, je le valorise. Et oui, parfois ça me parle pas. Et oui, parfois t'as l'impression que moi j'ai besoin de plus, tu vois, que je suis dans une anticipation qui est déconnante par rapport à ce que toi tu sais de la réalité du quotidien. Et si à l'inverse l'autre n'est pas capable d'expliquer, mais ça il faut qu'on le fasse et c'est nécessaire parce que tu racontes, c'est génial. Mais si on met pas en place des trucs pour que ça tournera jamais. Donc ton truc, tu vois, je schématise vachement là, mais cette logique là d'arriver à se valoriser mutuellement dans des domaines qui spontanément peuvent être pas du tout sweet spot pour l'un et pour l'autre. Tu vois, des outils comme le MBTI, moi le coaching, après j'adore ça et je me fais coacher en permanence. Parler avec des pairs, discuter de ça avec des gens, tu vois, des groupes comme le Galion. Quand est-ce que t'as commencé Moi, à titre perso, je l'ai fait de manière assez égoïste pour moi. Oui. Je me suis fait coacher à une période de la levée de fonds où j'étais là pour le coup, rien à voir avec mon associé, moi très proche d'un burn-out, parce que la levée de fonds a révélé chez moi mon incapacité à séduire. La levée de fonds, c'est se prendre des claques dans la gueule. Tu dois séduire quelques personnes, mais tu prends des murs toute la journée. Et pour moi, c'était vraiment pas quelque chose de facile. Et comme tu le disais, c'était un peu schizo parce que il y a la réalité que tu connais. En fait, tu viens de prendre trois murs dans la journée et le soir, tu vois un dernier mec et t'es censé arriver souriant avec un drive de ouf pour lui vendre quelque chose. Mais en fait, et tu lui vends toi, parce que tu lui vends ta boîte, c'est ton bébé.
Donc en plus il y a un côté t'es très très fort émotionnel. Tu t'assimiles énormément à ce que tu vends, tu vois. Donc quand tu prends que des claques toute la journée, fatalement ça t'impacte émotionnellement. Ouais, tu te dis que t'es une merde. On va se le dire franchement. T'es nul. Donc vivre ça au quotidien, moi c'est un truc que j'ai très mal vécu à l'époque. Et donc, je me suis fait accompagner par un coach. J'ai commencé à travailler sur ces sujets. La porosité entre le pro et le perso est énorme parce que tu comprends que tout ce que tu fais dans ta boîte, tu le ramènes à la part. Ouais, bien sûr, ça provient de trucs qui sont beaucoup plus deep que ça, qui touchent à ce que t'es globalement en tant qu'individu, tu vois. Donc moi, j'ai adoré le coaching. Je me fais encore coacher par la même personne avec laquelle je démarrais en 2017, qui m'apporte énormément. J'ai d'autres coachs beaucoup plus opérationnels sur d'autres sujets, sur la gouvernance, sur la posture de CEO, qui évolue avec le temps. Donc ouais, je suis très branché coaching, très branché globalement accompagnement parce que ces 2 derniers notamment accompagnement là tu les as mis en place justement pour arriver à coucher sur cette grande plaquette manifeste à ce moment-là été 2020 ou oui, alors je termine ma digression très longue pour revenir effectivement à ta question d'origine qui est poser ce qu'est Cligny. Donc on est passé par donc cette phase de levée de fonds très focus tech, très focus top line, à aujourd'hui une boîte qui est rentable, donc on est rentable depuis 2 ans maintenant, et dont l'objet principal est le bien-être des collaborateurs. Donc je suis passé d'une boîte qui a levé des fonds pour faire de la tech, et avec un objectif d'hypercroissance, à une boîte qui aujourd'hui continue de faire de la croissance, mais on fait 20-25% par an maintenant, qui est rentable, donc qui fait de l'EBITDA positif. Et donc là, tu dors mieux. C'est très, très sympa. Parce qu'il y a bien-être des collaborateurs dont tu fais partie. Dont je fais partie. Je suis mon propre collaborateur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sain. Et en tout cas, à titre individuel, moi, ça me convient mieux. Et l'objet de la boîte, comme je disais, c'était l'objet donc de la refonte de la mission de l'entreprise à l'époque dont tu parles, qui était de se dire on n'est pas une boîte qui fait de la techno pour faire de la techno, et donc on n'est pas Managed by Q français. On est Cligny, et Cligny, c'est une boîte qui veut faire une différence sur le plan social dans un écosystème qui embauche 600 000 personnes en B2B. Et quand t'extrapoles, pourquoi pas devenir aussi la petite étincelle dans l'ensemble des personnes qui touchent à la propreté. Donc c'est 2 millions de personnes, je le répète, et 8% des fiches de paye. Ça, je le savais pas à l'époque. Je l'ai appris récemment grâce à 2 sociologues avec lesquels on travaille, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle 2 millions de travailleurs et des poussières. Ouais. Donc François-Xavier et Julie que je salue. Et donc on se rend compte aujourd'hui de l'enjeu. Je sais pas si en France il y a un secteur avec un enjeu social plus prégnant et plus fort. Et donc je trouve que cette mission elle est très cool, quoi. Oui, et puis encore une fois, on comprend que ça aura des répercussions partout, en fait. Si on voit les gens la journée, il y aura plus de cohésion, il y aura plus de conscientisation peut-être de tout ce que nous on génère en déchets, en ménage. Certes, ça c'est au quotidien, mais en fait il y a plein de petites choses qui transpirent dans tout ce marché-là, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'as pas conscience de l'enjeu social, ce qui est le cas de beaucoup de gens, si quand tu vois quelqu'un travailler en propreté, tu te rends pas compte de son quotidien, des horaires décalés, des salaires qui sont les plus précaires, encore une fois, juste derrière les artisans et les agriculteurs, enfin, qui est une catégorie qui est très vaste de travailleurs indépendants ultra précaires. La propreté, c'est la corporation, en tout cas, dans lesquelles les salaires sont les plus bas. Quand tu sais ça, tu réfléchis à 2 fois avant d'avoir des comportements qui sont inappropriés, avant il y a des clients qui parfois se comportent comme des abrutis avec nos agents. Je pense que c'est pas approprié dans un domaine dans lequel il y a une forte précarité. Et puis en plus, l'agent aujourd'hui, enfin en tout cas historiquement, par le secteur, a été habitué à travailler en horaire décalé, à vivre en marge de la société globale. Oui. Et on lui explique que c'est normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. On trouve aujourd'hui, et je pense que 100% des gens qui travaillent chez Cligny aujourd'hui trouvent que c'est anormal, que c'est un métier, comme je disais tout à l'heure, technique, c'est un métier qui a de la valeur, c'est un métier qui est nécessaire. Si tes locaux et si ta maison sont pas nettoyés, c'est juste pas envisageable. Donc t'as besoin de gens pour le faire. On est tous, il y a consensus quant au fait qu'on a envie que les lieux dans lesquels on rentre doivent être des lieux propres, dans lesquels on est content de rentrer et qui sentent bon, et donc les personnes qui te permettent de vivre dans ces conditions-là, faut les valoriser, faut les respecter.
Ça paraît logique, dit comme ça, mais c'est malheureusement pas le cas. C'est tout le travail des dernières années qui arrive à aujourd'hui un peu plus de justice et de justesse. Au tout début, tu as mentionné le fait que donc là, c'était parti pour ouvrir d'autres villes, à commencer donc par Reims. Est-ce que tu peux nous partager un peu peut-être les premières problématiques auxquelles tu fais face quand tu veux dupliquer ce modèle et ouvrir d'autres villes? Comment tu t'y prends? Alors, avant d'ouvrir Reims, donc ça fait un moment qu'on veut ouvrir des villes, le Covid nous a vraiment mis un gros frein là-dessus. Avant d'ouvrir Reims, on a surtout ouvert une nouvelle verticale qui est l'hôtellerie, qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an. Ok. Et donc c'est parce qu'on a ouvert l'hôtellerie qu'on a été sollicité à Reims par un gros hôtel, et maintenant on en a 3 sur place. Donc on s'est implanté à Reims par ce biais. La techno nous a été très utile parce que grâce à notre techno, donc je te parlais tout à l'heure de la techno client, mais on a une techno, et le gros de notre techno est une techno en back-office qui nous permet de gérer nos opérations de manière omnisciente. Donc depuis le bureau, on sait ce qui se passe sur le terrain. Donc ça valorise carrément le travail tech dans la gestion du people à distance. Donc on sait qu'on peut ouvrir des villes aujourd'hui de manière très efficiente. J'allais dire plus efficiente que les autres. Ça. Bon, on va rester dans le fait que, en tout cas chez nous, pour ouvrir des villes, la techno est un outil hyper intéressant. Clairement, c'est un levier de croissance qui est fort, parce qu'aujourd'hui on est parisienne ou parisien avec une petite antenne à Reims, mais les grandes métropoles françaises s'offrent à nous, et on a souvent des demandes, donc on va y aller. Côté bureau et côté hôtellerie aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les 2 verticales sur lesquelles on se positionne, et on va essayer aussi d'ouvrir une verticale centres commerciaux. Et aujourd'hui, on ouvre le champ des possibles de manière assez large, avec l'objectif, en 2025, on vise de faire 25 millions de chiffre d'affaires à Paris. On veut étoffer ce chiffre d'affaires pour aller le plus rapidement possible vers 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous positionne. Là, aujourd'hui, on vient d'entrer dans le top 100 des boîtes de nettoyage en termes de taille. On sera bientôt dans le top 50, et on veut vraiment faire une différence et montrer par cette croissance, c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires, loin de là. C'est montrer qu'on peut faire ça tout en respectant l'ensemble des parties prenantes. Voilà, avec ce modèle vertueux de modèle Bicorp. J'aime beaucoup la notion de triple bilan. C'est-à-dire que chaque année, on établira un bilan financier, donc on montre évidemment qu'on est une boîte, on est une entreprise qui fait de la rentabilité, qui est bien gérée sur le plan financier, mais qui met à égalité sur le même plan un bilan environnemental. Donc ça fait 2 ans qu'on produit un bilan carbone avec un plan de réduction pour atteindre l'optimum carbone. J'aime pas la notion de neutralité, parce que je pense que par définition tu produis du carbone quand tu produis tout court. Mais l'optimum, c'est être le plus efficient possible dans la manière de produire, et un bilan social. Et c'est ce sur quoi on travaille avec François-Xavier Zuy, dont je te parlais, avec qui on travaille dans le fond de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise très engagée socialement, et pas seulement sur LinkedIn en mettant des photos de dauphins. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'être une boîte engagée dans notre secteur, engagée en général, mais engagée dans le secteur de la propreté. On veut devenir la boîte la plus engagée et servir de socle. Pour le coup, avoir des concurrents qui sont dans notre mouvance, c'est génial. C'est génial. C'est pour ça que tout ce travail est open source, on va dire. Exactement. Pour c'est vraiment, vraiment éduquer. Je te repiquerai l'idée. C'est exactement un travail open source. L'idée, c'est de créer. On est en train de travailler sur un index qu'on appelle. Alors, on va peut-être changer de nom, parce que on est quand même franco-français, et on l'a appelé le Good Cleaning Index. Mais c'est vraiment l'idée, c'est juste de permettre à un acheteur de se positionner sur une grille qui sera hyper claire, de se dire voilà, les critères à respecter juste pour bien faire les choses, et puis là tu descends, on a 7 grands critères, et puis on a des sous-critères. On est encore en train de se poser dans la structuration, de savoir à quel point on va rentrer dans le granulaire. Nous, chez Clini en interne, on rentre dans l'ultra granulaire. On s'est fait le BIA Bicorp, je sais pas si t'as déjà regardé la tête du truc. C'est des centaines de questions. Exactement. Donc on est habitué à aller assez deep dans le détail. Dans la promotion qu'on va en faire, on va peut-être être un peu plus digeste et pédagogue, en tout cas à court terme. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un standard, juste de montrer comment bien faire les choses. Et aujourd'hui, chez Clini, on est perçu comme premium, tu vois. Alors qu'on a un tarif moyen qui est juste de quoi faire dégager un EBITDA à 5%. Donc on n'est pas du tout une boîte on est loin, on est des kilomètres d'Amazon.
et on est perçu comme premium alors que c'est juste comment faire les choses correctement. Donc j'aimerais juste que ça se standardise à ce niveau-là. Il s'agit d'avoir des cadences OK, d'avoir des horaires OK, d'être payé en temps et en heure et d'être payé le juste montant de ce qu'on doit en horaire classique, en horaire supplémentaire, complémentaire, avec des mutuelles, avec des congés payés. Enfin, juste avoir une vie qui soit carrée sur le plan social. Et en fait, c'est en arrière plan, ça montre le fait que tellement on sous-valorise ce secteur, quand tu le valorises à sa juste valeur, ce gap, il fait comme si tu parlais, on va dire classique à hôtel 3 étoiles à Palace, quoi. Il est perçu comme premium. C'est le même gap, quoi. Ouais, exactement. Il est perçu comme premium. Alors, je te dis ça, il y a encore, on a la chance de compter parmi nos clients. Et la majorité de nos clients sont des gens qui comprennent ça, qui sont engagés et qui ont certainement pas l'impression de payer du premium, qui ont l'impression de payer le juste prix. Mais en tout cas, c'est vrai que régulièrement en appel d'offres, on dit mais oui, vous êtes la boîte premium. Non, on fait juste voilà. Et du coup, on est assez transparent sur nos marges, sur nos chiffres, juste pour montrer voilà. En gros, si tu veux descendre à 14 € de l'heure ou 15 € de l'heure, qu'est-ce que t'enlèves exactement là-dedans? Et c'est une question qui est assez intéressante à poser. Comment on arrive quand même, c'est un vrai métier très différent, j'imagine, dans l'hôtellerie. C'est d'autres manières de faire, d'autres pratiques. C'est quoi le premier hôtel qui vient vers vous ou que... On a démarré par des hôtels 3 étoiles, on vient de signer un 4 étoiles, on commence à discuter avec des palaces, des 5 étoiles. Donc si je puis dire, on monte en gamme, mais en fait l'enjeu est le même. C'est un enjeu sur lequel, c'est un secteur sur lequel l'enjeu social est très fort. Il y a eu beaucoup de périodes de grève, c'est un métier dans lequel les cadences sont élevées. Mais pour le coup, on n'a jamais transigé sur les cadences qu'on estimait être celles qui doivent être respectées pour juste bien faire les choses. C'est un secteur qui est très exigeant, dans lequel il faut s'adapter. C'est génial parce que le niveau d'exigence du coup infuse dans l'entreprise. Ça fait qu'aujourd'hui Clini se sert de l'hôtellerie comme de standard. Oui. Donc on a un standard hôtellerie aujourd'hui qui est un standard très élevé sur le plan de la qualité. On est d'ailleurs en train de refondre, d'améliorer notre méthode Clini pour cranter encore au-dessus au niveau des process et des standards de qualité. C'est un vrai enjeu, c'est passionnant d'ailleurs. On a lancé un accompagnement en ligne. Je sais pas si tu connais Lean Management. Lean Management, ouais. Du coup un truc assez deep de qu'est-ce que c'est que la qualité chez Clini, et de rentrer dans le détail du geste, et donc définir de manière exhaustive la notion de qualité chez Clini. Et donc on est persuadé que cumuler une excellence opérationnelle avec une notion lean de la qualité et un enjeu social fort, c'est-à-dire globalement des gens engagés, notre objectif à terme, c'est que Clini soit le meilleur endroit où un agent d'entretien puisse travailler. Voilà, donc et que ce soit dit par eux, pas par nous. Oui. donc voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe à très court terme. J'espère que c'est déjà un peu le cas, mais clairement on veut créer un gap énorme avec le reste du marché et du coup que les gens soit enclin à payer le juste prix, comme on en parlait. Et du coup, il y a une académie, une école Clini. Alors, il n'y a pas encore d'école diplômante au sens, je prétends être un établissement en tout cas, il y a qui délivre un diplôme, mais il y a un parcours de formation, c'est clair, qui est en train d'être étoffé, d'accompagnement à l'onboarding et d'accompagnement continu, qu'on est en train de vraiment professionnaliser de manière certaine. On est en train d'embaucher sur le sujet. Le parcours dont je te parle en ligne est très lié parce que l'un des principaux enjeux de cette remise à plat de la stratégie opérationnelle, c'est la formation. On a aussi de l'accompagnement sur d'autres sujets, donc t'as de la formation métier, t'as de la formation relation client, t'as de la formation je dirais sociétale sur les enjeux d'insertion des personnes en situation de handicap, personnes éloignées de l'emploi, donc d'insertion au global, les enjeux de sexisme, de racisme en entreprise,
tous les enjeux qui permettent de mieux vivre ensemble. Parité homme-femme, exactement. C'est des sujets sur lesquels on forme depuis plusieurs mois maintenant, et sur lesquels on veut intensifier les choses. Donc et puis à terme, il y a aussi un projet qu'on est en train, qui est un doux rêve pour l'instant, mais qui est vraiment un objectif. Je radote sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément. C'est que Cligny devienne un tremplin vers d'autres métiers plus qualifiés. Que en gros, quelqu'un qui rentre dans le nettoyage est une porte d'entrée dans le CDI et dans l'emploi. Que quelqu'un qui a le désir de devenir boulanger, pâtissier, mécanicien puisse rentrer chez nous avec cet objectif et qu'on puisse l'aider à se former tout au long de donc qu'il fasse le job chez Cligny avec l'idée de remplir un jour l'objectif et de se diplômer sur un secteur connexe, de se former à la sécurité ou voilà, en tout cas soit faire carrière chez nous, ce qui est génial et ce qu'on doit promouvoir pour le coup qui est déjà live, mais aussi potentiellement pour aller faire carrière ailleurs et s'appuyer sur Cligny pour réaliser son rêve. Ça c'est un truc qui ferait kiffer. Et du coup, pour peut-être entre ça et l'aspect formation, potentiellement créer une académie ou une école. L'académie existe déjà, mais elle va devenir un lieu physique cette année. Elle a été un lieu physique pré-Covid, là où dans les locaux dans lesquels t'étais venu. Donc on avait là où où je t'avais reçu la première fois, c'était la Cligny Academy de l'époque. C'était ce petit espace de 50 mètres carrés à Saint-Ouen dans nos anciens bureaux. Post-Covid, on a plus le lieu physique et là on va en reprendre un dans les prochains mois. On est en recherche active pour faire de la Cligny à nouveau de la Cligny Academy un lieu physique. Et aujourd'hui la formation se fait à distance et chez le client. Ok. Et j'ai lu aussi dernièrement, alors il va y avoir de nouveau des événements. Ouais. Donc événements pour, j'imagine, fédérer, mettre encore plus de cohésion dans toute la team Cligny. Ouais. Il y en avait pas eu jusqu'à présent? Écoute, à mon grand dame, on n'a jamais réussi à faire d'événements avec tous les cleaners. Ouais. Et là, les 17 et 18 novembre prochains, on a notre premier forum Cligny avec. Alors tous les cleaners sont invités, on attend à peu près 200 personnes. Okay. Je suis extrêmement fier de ça. On a loué une salle dans le 17e, pas trop loin de nos bureaux, suffisamment grande pour recevoir nos collaborateurs. C'est le premier événement avec tous les agents. On va en faire un moment de convivialité. De formation aussi, parce qu'on a prévu des ateliers qui seront animés par plusieurs de nos collaborateurs au bureau. Il y aura des speeches, et puis c'est vraiment un moment pour échanger, pour se rencontrer, pour parler, et c'est quelque chose qui va devenir à minima annuel. Alors cette année, j'aurais pas réussi, j'ai essayé de faire venir des speakers externes, mais c'est quelque chose qui va devenir récurrent aussi. Okay. Clairement pour accentuer le sentiment d'appartenance, qui est pas un standard encore une fois dans le secteur de la propreté, qu'on essaie de créer. La techno, là on est en train de refondre notre application, sert à ça à distance au quotidien. Les moments où tu peux venir échanger avec tes pairs, il n'y a pas mieux. C'est génial et c'est quelque chose auquel les cleaners ont pas accès habituellement et qu'on va créer et qu'on va rendre donc des speakers aussi pour du coup inspirer et promouvoir potentiellement ces parcours professionnels qui ou de reconversion appuyés sur cette idée d'avoir un poste chez Cligny. C'est peut-être aussi le moyen de partager tout ça. Ouais, l'objet ça va être de montrer, déjà de valoriser le métier. D'expliquer que ce qui est fait chez Cligny et ce que font les agents d'entretien, ça a de la valeur, que leur métier est un métier valorisé et valorisable, que effectivement tu peux monter en compétences et que tu as des perspectives. Quand tu rentres comme agent d'entretien, c'est pas un endroit dans lequel tu viens prendre ton chèque de manière bête et méchante tous les mois et dans lequel tu ne peux prétendre à rien. Tu peux prétendre à monter en compétences, à gravir les échelons, à avoir accès à de la formation, et donc on essaie de redonner des perspectives à des gens qui sont pas habitués à en avoir. Et donc c'est les speakers. L'idée c'est d'avoir des speakers qui peuvent être promoteurs de cet état d'esprit. Vous avez de la valeur, et n'hésitez pas à saisir votre chance. On va essayer de vous la donner, quoi. Eh ben que de belles
vraiment un très très beau parcours et plein d'étapes supplémentaires. Et donc je suis très heureux d'avoir attendu, d'avoir reporté, repoussé, d'avoir eu des péripéties pour enregistrer ce bon moment. Voilà, t'as fait vraiment beaucoup de chemin, traversé beaucoup d'étapes. Il y en a d'autres devant, mais le plus dur reste à faire. Ouais. mais c'est très très riche déjà pour toute l'équipe, tout le secteur. On va passer maintenant aux petites questions, on va dire de fin de conversation. Si tu avais la possibilité de prendre un café avec ou un verre avec n'importe qui sur Terre, présent ou plus présent, qui choisirais-tu? Ah, c'est dur comme question. J'ai tellement de personnes qui me viennent en tête là. Je dirais Alain Damasio, qui est un écrivain de SF français qui me fascine, qui a écrit l'un des bouquins qui m'a le plus fasciné, La Horde du Contrevent, dont je parle et reparle à volo, qui est un mec passionnant, passionné, brillant, un peu fou. J'adore. Ouais, j'aimerais vraiment me faire une bouffe avec lui. Super. Je mettrai évidemment, toutes les notes. Si tu pouvais découvrir une culture ou un pays, tu te dirigerais vers le Japon. Le Japon, ok. Ouais, j'ai beaucoup voyagé, je suis ultra fan de manga et j'ai jamais eu la chance d'aller au Japon. Ok. J'aimerais bien. J'ai décidé de beaucoup moins prendre l'avion, donc et peut-être que je m'autoriserais cette. En cargo, oui, ou en train, ou en train, tout un petit transsibérien. Ouais, on verra. Mais en tout cas, j'ai une aventure dans l'aventure. C'est vraiment un rêve d'aller passer 3 semaines au Japon, vraiment un objectif. Et puis, ma femme est alignée avec cet objectif-là, donc il y a certainement... Au moment où les cerisiers sont en fleurs. Ouais, c'est clair. Laura a eu la chance d'y aller. Elle a escaladé le mont Fuji aussi. Ah, génial, exceptionnel. Moi, ça c'est mon rêve. Moi, je fais beaucoup de montagnes aussi, donc si je peux cumuler les deux, ce serait génial. Tu nous as partagé donc 2 livres. Si tu avais une ressource, livre ou podcast ou film ou expo, c'est en lien avec ce qu'on a partagé aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous faire une petite sélection? Ouais, alors j'utilise énormément de ressources différentes. En audio, je suis très Audible pour les bouquins, notamment les bouquins de boulot. Ok. Que j'écoute en permanence. J'ai toujours soit des écouteurs, soit je suis en voiture, ouais. Avec un livre audio ou un podcast sur Audible, évidemment sur Spotify, les grands classiques, Génération Do It Yourself, La Relève, ouais. La Galère, qui sont des podcasts que j'écoute beaucoup. Et après sur La Relève, ça doit être c'est un pote. Thibaut. Ouais, on se connaît bien, ouais. Sur un autre plan, je suis assez fan d'un mec qui s'appelle Le Précepteur, qui est un podcast philo, qui est un vulgarisateur philosophique. Donc ouais, j'écoute okay, beaucoup. Je mettrai. Ouais, très bon podcast. Super. De nouvelles ressources, très très sympa. Si tu avais la possibilité de passer le micro, on va dire en termes de relais, tu le passerais à qui? J'ai déjà fait récemment des passes D à des potes qui n'ont pas pu assurer, donc j'essaie je dirais que je la passerais à allez, on va dire Aurélien Demeaux, qui a fondé Electra, qui est une boîte qui est en train de révolutionner le marché de la charge, notamment en ville pour les véhicules électriques. Okay. Qui est un modèle fascinant. On est sur un monstre d'exécution. Aurel et sa team sont vraiment des gens brillants et la mission de la boîte, c'est une mission écologique très forte. Donc ouais, c'est un entrepreneur brillant sur une mission géniale et avec une exécution quasi parfaite. Donc je pense que et puis quelqu'un de très très drôle et très sympa. Ah bon, parfait. Je lui enverrai l'extrait comme ça. J'imagine qu'il sera obligé de
dire oui. Super. Je regarde si j'ai pas plus d'autres questions. Souvent, donc, pour la dernière, pour nous, le podcast, c'est un petit peu laisser une trace, laisser un héritage, vraiment sur le long terme. Alors, on te propose de dire un petit mot à ton enfant. Oh là, séquence émotion. Mon enfant, je lui ai encore dit ce matin, mais que ouais, pour moi c'est le plus gros changement de ma vie et un événement positif qui a bouleversé ma vie à un niveau que j'avais pas du tout anticipé. Donc je l'aime plus que tout. C'est un peu au-delà de l'amour. c'est vraiment quelqu'un qui t'as un côté immortalité, quoi. C'est ta chair qui donc tu vis un peu à travers ton enfant. Bouleversement total. J'ai plus que de l'amour pour ma fille, et je vois qu'elle évolue pour être quelqu'un de très heureux. Elle est très rigolote, elle fait que se marrer, elle fait beaucoup de bêtises, j'adore. Donc c'est un bonheur absolu et quotidien de voir ma fille évoluer, grandir. Ça va juste un tout petit peu trop vite. Comme tout. Exactement. Un grand merci, Alexandre. Merci à toi. J'invite tout le monde du coup à aller voir toutes les notes en description, et puis à s'intéresser parce que où que vous soyez maintenant en France, bientôt vous allez voir des cleaners et la possibilité de leur dire bonjour, de les saluer. C'est l'objectif. C'est le début de la valorisation. Un grand merci. Merci à toi, Gaël.